Libre-échange. Une personnalité se livre, ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre-Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. Je suis très heureux de vous retrouver en ce début d'année pour cette nouvelle saison d'interviews, d'actualités évidemment et de faits de société. On va en parler avec notre invité ce soir, Khaled Bouadbala. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le recteur en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de la région académique Occitanie. Une rentrée, je le disais, particulièrement chargée de nombreux sujets, et un peu particulière parce qu'elle se fait dans l'attente d'un gouvernement et d'un ministre de l'enseignement supérieur. Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire pour vous, le recteur ? Disons qu'on préfère une situation entre guillemets normale, bien entendu, mais l'État, c'est bien connu, a une continuité qui lui est intrinsèque. Et donc, nous sommes chargés d'assumer et d'incarner cette continuité territoriale, au niveau territorial, en représentation de l'État. Et donc, c'est ce que nous faisons. Et en matière d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation, les sujets sont à la fois nombreux, mais ils sont très largement consensuels, et donc ils ne posent aucune difficulté à les porter dans ce cadre-là. Quel est le cap de cette rentrée 2024 ? Quelle tonalité vous souhaitez vous donner à la rentrée ? Écoutez, le cap, c'est bien entendu d'abord les étudiants, parce que c'est vraiment le cœur de nos préoccupations et de notre action politique, et cela depuis plusieurs années. On sait bien aujourd'hui qu'il y a pas mal d'enjeux autour des questions de précarité, de difficultés à vivre pour les étudiants, et même si de très nombreuses mesures ont été prises pour continuer les efforts sur ces sujets. La question de la santé des étudiants aussi est un sujet majeur, évidemment, qui touche toute la population, mais les étudiants aussi. La question de l'orientation, avec des sujets majeurs comme Parcoursup, etc., l'entrée en master. Donc ça, c'est des sujets importants. Et puis, l'insertion professionnelle des étudiants aussi, évidemment, trouver un emploi après avoir fait une bonne formation, ça reste quand même aussi un enjeu important. Tout est lié finalement, mais si on revient sur les conditions de vie des étudiants, on sait qu'en effet, il y a parfois les difficultés à trouver des logements, à tout simplement vivre en tant qu'étudiant jusqu'à la fin du mois, avec les moyens, les bourses. Comment vous les accompagnez, ces étudiants ? Quels dispositifs sont mis en place ? Alors, la vie étudiante, c'est extrêmement important. La qualité de vie étudiante, c'est important. Et on le sait d'autant plus que c'est complètement relié à la réussite. Et évidemment, notre premier objectif, c'est que les étudiants réussissent leurs études. Et on sait que pour qu'ils réussissent leurs études, il faut qu'ils soient bien dans leur vie d'étudiant. Et être bien dans sa vie d'étudiant, c'est évidemment bien se nourrir, c'est évidemment être logé. On est vraiment sur les fonctions primaires, les besoins primaires, mais qui sont évidemment essentiels. Et puis ensuite, c'est avoir une vie un peu épanouie autour de la culture, du sport, des loisirs, etc., etc. Donc c'est tous ces sujets-là que l'on essaye de traiter, évidemment au niveau de l'État, évidemment pas tout seul, avec l'ensemble des opérateurs. Évidemment, notre premier opérateur de vie étudiante, c'est le Crous, on pourra en reparler. Les établissements d'enseignement supérieur, qui sont, je le rappelle, autonomes et qui ont du coup aussi des actions propres. Et puis les collectivités territoriales, qui ont aussi un rôle majeur à jouer, qu'il s'agisse des métropoles ou de la région. Et puis les structures associatives, etc., etc. Et du coup, on déploie de nombreuses actions. Bon, je vais me parler... Quelques-unes peut-être qui peuvent intéresser nos auditeurs. Les bourses nationales de l'État, donc, qui ont été très largement revalorisées l'année dernière, donc de 500 millions d'euros, avec une réforme majeure des bourses qui est en cours, puisqu'elle n'est pas complètement achevée. Donc la première partie de cette réforme a consisté à revoir les échelons, etc. Et elle s'est traduite concrètement par plus 500 millions d'euros et plusieurs dizaines de milliers de boursiers supplémentaires qui pouvaient accéder aux bourses. Donc ça va aider des étudiants. Bien sûr. Ce qui va aider aussi les étudiants, c'est les mesures qui ont été prises sur le maintien du repas au Crous à 1 euro, midi et soir. Et je rappelle que sur les restaurants du Crous de la région Occitanie, c'est-à-dire Montpellier et Toulouse, on a servi, l'année universitaire dernière, plus de 3 millions de repas à 1 euro. Donc il y a un besoin. Il y avait une attente. Il y a une attente, il y a un besoin, c'est évident.
avec le commissaire à la lutte contre la pauvreté, nous avons mené aussi des actions, je dirais, en urgence pour soutenir des associations qui soutiennent, qui contribuent à l'alimentation d'urgence des étudiants. Et nous avons distribué 2 fois 500 000 euros, donc l'année dernière. Voilà, donc des actions très fortes sur la restauration. On pourrait parler aussi du logement et des Ça, c'est une efforts. préoccupation. On sait Bien qu'en sûr. ce moment, les étudiants cherchent un logement pour tout simplement s'installer et faire leurs études. Oui, alors sur la région Occitanie, on est à 10 000 logements sociaux étudiants. Pour Montpellier et 10 000 à peu près sur Toulouse, c'est à peu près équivalent. Mais je voudrais simplement dire que ces 10 000 logements, ça représente en proportion des boursiers un chiffre qui est beaucoup plus important que la moyenne nationale. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des efforts à faire et continuer à construire des logements, parce qu'il y a la demande, effectivement, et nous faisons beaucoup d'efforts pour construire des nouveaux logements. On a je crois que c'est 1700 logements qui sont prévus nouveaux d'ici 2027 en construction. Donc, nous avons réhabilité tous les logements Crous, 100% des 100% des logements. 100% des On sait que logements souvent Crous. les étudiants nous alertent, Oui, nous les médias, sur ces sujets-là. Pas en Occitanie, Pas en Occitanie. parce que 100% des logements sont réhabilités. Donc, on a un parc de logements étudiants qui est très bonne qualité, souvent neuf, et avec des efforts importants de construction. Et moi-même, et les services, etc., nous sommes vraiment sur le front pour trouver déjà des fonciers, parce que pour faire des logements, il faut un foncier pour construire. Et ça, c'est le plus dur. C'est Donc quand une même ça. concertation avec les Bien collectivités sûr, territoriales, les collectivités locales, les évidemment. services de l'État, Mhm. etc., pour voilà, chercher un foncier sur lequel on puisse construire des résidences étudiantes. On vient de décider de la construction de logements étudiants sur le site de Boutonnet, qui était l'ancien site de l'école de chimie à Montpellier. Mhm. Donc là, ça va être une centaine de logements très orientés international pour l'accueil d'étudiants internationaux. Voilà, donc on a pas mal de projets comme ceux-ci et on essaye d'en faire mûrir d'autres. Qu'est-ce qu'il reste à faire, ou en tout cas, qu'est-ce que les étudiants vous font remonter, vous directement peut-être, et au travers des services, sur quelques attentes pour faire leurs études dans les meilleures conditions, au-delà du logement et au-delà des repas dont vous avez parlé et des efforts qui sont conduits? Alors, au-delà du logement et de la restauration, qui sont vraiment deux sujets très importants, hein, et c'est vraiment la base. On l'a entendu, majeur, évidemment. Il y a le sujet de la santé, le sujet de la santé qui remonte pas mal, avec un élément qui est l'accès à la santé, puisque on le sait, hein, au niveau de la population, c'est extrêmement difficile d'avoir un médecin référent. Et pour les étudiants, c'est la même chose, dans la mesure où, en plus, les étudiants, c'est une population qui, souvent, n'est pas fait ses études à un autre endroit que sa résidence familiale. Et donc, du coup, là où elle fait ses études, il n'y a pas forcément un médecin référent disponible. Et du coup, on a des phénomènes d'étudiants qui ne se soignent pas, parce que voilà, ils n'ont pas de médecin, soit vont se soigner aux urgences. Donc voilà, des difficultés. Donc on essaye de monter. On a beaucoup traité de cette question de la santé étudiante lors de ce qu'on a appelé les dialogues territoriaux de la vie étudiante, sur toute l'année 2023 et une partie de 24, enfin essentiellement 23. On a sillonné l'ensemble de la région en allant au plus près justement des étudiants et de leurs problèmes concrets. On a beaucoup évoqué ce sujet de la santé, partout quasiment partout, et à chaque fois, accompagné avec l'ARS, bien sûr, et les collectivités, on a essayé de trouver des solutions pour essayer de des problèmes au mieux. Par exemple, à Béziers, où il y a une implantation notamment de l'Université de Montpellier et l'Université Paul Valéry, il y avait un vrai sujet de permanence d'infirmiers, enfin une infirmière de permanence, sur un site où il y a à peu près, sur la partie Paul Valéry, plus de 1000 étudiants. Bien, grâce à ces dialogues territoriaux, l'État, en valeur, a permis de créer un poste d'infirmière à plein temps pour le site de Béziers de Paul Valéry. Donc plus que jamais, le dialogue s'est enrichi avec les étudiants. Très souvent, là encore, eux-mêmes, ces étudiants regrettaient l'absence d'échange. Là, c'est vraiment le cas et ça a des solutions concrètes, des actions oui, mais concrètes. tout à fait. Et c'était le parti pris de ces dialogues territoriaux, c'était de parler de la vie des étudiants
sur des sujets concrets. Mhm. Moi, ont tous présidé, ça ont été présidés par la République des gens. On a à chaque fois insisté très fortement sur le fait qu'on était là pour discuter de sujets concrets, pratiques, sur lesquels on pouvait agir et pas sur des grandes idées qui sont toujours très intéressantes en termes de discussion intellectuelle, mais en termes Qui ne d'amélioration change pas la vie pratique. quotidienne des Voilà, étudiants, en termes évidemment. d'amélioration Mhm. pratique, ça change pas forcément les choses. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de santé, on a parlé de transport, mobilité, sur des sujets, j'allais dire entre guillemets aussi bêtes que comment on va de la gare au campus ou Mhm. comment on va de la gare le dimanche soir quand il n'y a plus de bus, quand il n'y a plus rien dans certaines villes. Donc voilà, et avec les collectivités en face, avec le maire, le président de la communauté de communes, voilà, qui découvrent aussi les sujets avec nous. Et donc, voilà, on se penche sur les sujets ensuite très, très concrètement. On dit comment on va changer, peut-être améliorer les fréquences, changer les circuits de bus, etc., etc. Donc, on a fait des choses comme ça. L'Est, par exemple. Enfin, j'ai plein d'exemples comme ça où on a changé, où on a fait avancer des sujets qui sont parfois peut-être apparaître comme des sujets pas forcément des grandiloquents, mais Des sujets de proximité. voilà, des sujets de proximité et qui améliorent vraiment Mhm. la vie de tous les jours, quoi. Un point sur la territorialité, vous l'avez dit, il y a une antenne à Béziers, il y a des antennes ici ou là dans la région Occitanie, il n'y a pas que des universités à Montpellier et à Toulouse. Ça aussi, c'est un souci permanent parce qu'il y a des étudiants qui veulent étudier à l'Est, à Mende, dans l'Aveyron, que sais-je. Et ça, c'est important qu'ils puissent trouver finalement cette adéquation-là entre la vie domicile et puis la vie d'étudiant. Oui, mais c'est tout à fait, j'allais dire, c'est tout à fait légitime, hein. Enfin, Mhm. nous, on le comprend, et non seulement on le comprend, mais on le soutient. Ouais. Et notamment pour les formations post-bac, Ouais. où là, il y a un besoin, j'allais dire, de pouvoir étudier, on va dire, dans la proximité la meilleure possible. Après, on ne peut pas tout avoir partout, hein. Il ne faut pas non plus raconter des histoires. Mais c'est pas parce qu'on ne peut pas tout avoir partout qu'on ne peut pas faire les meilleurs efforts partout. Et donc, à chaque fois, on regarde ce que l'on peut proposer en termes d'éventail le plus large possible, à proximité, pour la population. Il y a des projets dans ce cadre. Bien sûr, mais on en a plein. Enfin, je veux dire, il y a plein de projets. On est saisi, y compris par les collectivités qui Ouais. veulent non seulement répondre aux besoins de la population en termes de formation, mais qui ont compris depuis longtemps que à travers la formation supérieure, c'était aussi un levier pour le développement économique de leur territoire. On travaille beaucoup, par exemple, on peut citer le cas du Vigan, Oui. où il y a, là on est vraiment sur, j'allais dire, une zone, sur une petite ville, Mhm. etc., assez éloignée, même si c'est pas très très loin, mais enfin c'est quand même un peu éloigné des centres métropolitains, où il y a une volonté, à travers, par exemple, l'installation du campus connecté, qui Oui. est, j'allais dire, une proposition de formation qui est relativement modeste, hein, c'est quelques dizaines d'étudiants au Qui a mieux. quelques années maintenant. Hein, Oui, ouais. il y a maintenant 4-5 ans. 4-5 ans. Voilà, mais autour, il y a une vraie dynamique qui se crée, par exemple au Vigan, pour développer l'enseignement supérieur, pour construire une vie de campus, etc. Et du coup, ça recrée une dynamique de développement de ce territoire autour de l'éducation, de la formation, etc. Donc c'est aussi important. Et pour nous, quand on a des collectivités qui viennent nous voir et qui nous disent on veut développer l'enseignement supérieur, telle formation, etc. Évidemment, on discute. Ensuite, vous savez, il y a des opérateurs et les universités, etc. C'est pas nous qui allons le faire directement, donc c'est Mhm. les universités. Donc tout ça, c'est un dialogue, une discussion pour vérifier si effectivement c'est pertinent de le faire, si c'est soutenable financièrement, etc. Donc on discute, on regarde, et chaque fois que c'est possible et que ça nous paraît vraiment pertinent, etc., eh bien, on fait tous les efforts pour que ça puisse se faire. Je parlais de Béziers, vous allez dire, je vais parler de Sète, tiens, je vais changer. À Sète, par exemple, l'année dernière, on a ouvert 2 filières d'IUT. Mhm. 2 filières d'IUT, une en informatique et puis une en gestion des entreprises. On continue de travailler avec les élus de Sète autour de l'économie circulaire, etc. Donc voilà, on a plein de projets avec eux, avec Sète, avec Béziers. Enfin, je pourrais citer Narbonne, je pourrais citer plein d'autres endroits, hein, Font-Romeu, etc. Un autre phénomène intéressant, c'est cette liaison-là qu'on constate depuis quelques années entre le monde universitaire, les services de l'État, bien sûr, les collectivités locales et les entreprises pour faire en sorte finalement que les formations soient en réponse
aux attentes des entreprises. On le voit partout, ça. Je pense notamment aux ICC, à l'industrie culturelle, les activités culturelles et cinématographiques, à 7, avec cette filière autour des costumes, par exemple. Bon, ben, Oui, tout à fait. vous avez compris dans l'enseignement que voilà, il y avait des besoins et qu'il fallait y répondre par l'ouverture de filières. Tout à fait. Et ça, j'allais dire, c'est quelque chose qui, j'allais dire, qui a pris corps là depuis maintenant pas mal d'années, Mhm. mais qui aujourd'hui, vraiment, j'allais dire, se diffuse à très grande échelle. Vous avez cité les industries créatives et culturelles. À 7, on pourrait parler aussi, toujours sur le même sujet, de tout ce que fait l'université Paul Valéry Mhm. autour de ce sujet-là. Ouais. Et le positionnement de Paul Valéry autour de ce sujet-là, c'est bien entendu le résultat un résultat de, j'allais dire, d'une capacité scientifique, etc., sur ces sujets, donc d'une compétence scientifique, mais c'est aussi parce que le territoire montpelliérain, 7 au sens large, hein, connaît un développement important autour de ces sujets, un développement économique. Et donc, quand on arrive à faire le lien entre tout ça, bah, c'est extrêmement positif pour le territoire. Ça, on pourrait parler de ça. Je pourrais parler aussi de la filière ingénieur qu'on monte là, qui démarre cette année entre l'Université de Montpellier et Genvia, Mhm. À Béziers. enfin, Mhm. avec Genvia comme Bien partenaire, sûr. hein, c'est Mhm. pas, à Béziers. Donc voilà, sur la robotique liée à l'hydrogène, etc. Donc il y a vraiment aujourd'hui une capacité à pouvoir créer des formations sur un certain nombre de secteurs beaucoup plus facilement, à la fois parce que sur le plan pratique, c'est devenu aussi, mais aussi parce que les acteurs ont envie de ça et souhaitent le faire. Alors vous qui êtes sur l'ensemble de l'Occitanie, vous sentez un développement plus fort du côté du Languedoc? Sur quel Attention, sujet? bah, sur tous ces sujets économiques, universitaires. Ouah, Attention, vous êtes au micro de Radio Aviva ici sur Languedoc, hein. Ah, là, vous essayez de me piéger. Non, pas Bon. du tout. Non, non, mais on a un petit prisme Non. languedocien. Mais c'est vrai qu'il y a un petit Non, mais changement de tonalité quand même. alors, c'est vrai que sur je parle de la métropole toulousaine, Ouais. il y a, je dirais, un potentiel économique, etc., qui est autour d'Airbus notamment, de Mhm. l'aérospatiale, qui est notamment industriel, Évident, bien sûr. qui est Mhm. très, très puissant et du coup qui joue un rôle très fort territorialement. Sur l'agglomération de Montpellier, il y a une dynamique également très forte. On la sent par exemple sur le numérique, Ouais. on la sent sur les industries culturelles et de santé, on la sent sur la santé, Ouais. etc. Et avec la volonté de s'appuyer, et ça je pense que c'est vraiment extrêmement pertinent, de s'appuyer sur les universités, sur la recherche, sur la science. Et ça, c'est ça l'avenir. Et on sent que sur le territoire de Montpellier, il y a une vraie dynamique, notamment, bon, pour citer qu'un exemple, la dynamique autour de Medvalley, Ouais. qui fédère tous les partenaires, en Tous les fait, partenaires autour de la santé. autour de Mhm. la santé, y compris des partenaires universitaires de sciences humaines et sociales, hein, qui Mhm. sont très impliqués sur le sujet. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement porteur et, je dirais, pour la dynamique de ce territoire, extrêmement à fort enjeu, quoi. Khaled Bouabdallah, vous êtes mon invité ce soir, recteur en charge de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation de la région académique Occitanie. Je voudrais qu'on évoque le contexte international, on le sait, en Israël, et ses possibles conséquences sur l'ambiance dans les universités, la tonalité. Est-ce que ça pèse aujourd'hui chez les étudiants, chez les présidents d'universités, sur la manière de faire l'enseignement? Alors, sur la manière de faire l'enseignement, non, et heureusement. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que on ne doit pas, et il ne faut pas, et il faut tout faire pour que ce conflit, qui se déroule quand même assez loin de chez nous, ne soit pas importé chez nous, j'allais dire, le débat ou les expressions qui peuvent exister, et qui sont, j'allais dire, légitimes, puissent être faites dans le cadre qui est le nôtre, c'est-à-dire le cadre, je dirais, de la loi. Mhm. Et en particulier, il y a un certain nombre d'actes ou de propos qui peuvent tomber sous le coup de la loi. Je pense notamment à la loi sur l'antisémitisme ou le racisme. Donc voilà, il y a certains propos, certaines actions qui, dès lors qu'elles tombent sous le coup de la loi, doivent être, j'allais dire, réprimées avec la plus grande fermeté et ne doivent pas être tolérées du tout, y compris, bien sûr, y compris
sur les campus universitaires. Voilà, donc où règne, et c'est tant mieux, une liberté d'expression, le débat, etc., etc. Mais liberté d'expression, débat, c'est évidemment dans le respect des autres et dans le respect de la loi. On se souvient de l'attentat à la Grande Motte il y a Mm. 10 jours, tout juste, attentat à la synagogue de la Grande Motte. On a entendu la mobilisation de beaucoup de citoyens, de beaucoup de représentants politiques, des pouvoirs publics évidemment, de l'État. La rectrice Sophie Béjean, il y a encore quelques jours, à la rentrée, considérait que cette rentrée était d'une grande gravité, puisqu'elle faisait de cette rentrée de la lutte contre l'antisémitisme une priorité en cette rentrée. Est-ce que dans les universités, on arrive à lutter contre les propos antisémites, on arrive à faire remonter les incidents, les actes? On a le sentiment qu'il ne se passe pas grand-chose dans les universités. Tant mieux. On ne cherche pas à trouver des actes, mais pour autant, est-ce que tout le monde a la capacité de vous saisir, de saisir les bonnes commissions pour faire état d'actes qui pourraient se produire? Écoutez, est-ce que tout le monde a la capacité de saisir? Je ne sais pas, par définition. En tout cas, on fait tout de notre côté pour que cette capacité à nous saisir soit la plus simple et la plus directe et la plus immédiate possible. Ça a été le cas sur quelques situations avant l'été. Oui. Très peu, hein, je dois le dire. Oui, oui. Bah, j'ai eu une plainte, une seule Mhm. plainte déposée au niveau de l'université Paul Sabatier à Toulouse. Mhm. On a eu plusieurs situations un petit peu, on va dire, limite sur l'université Jean Jaurès, toujours à Toulouse. Mhm. La présidente a fait, j'allais dire, déposer des articles 40 auprès du procureur à chaque fois. Voilà. Ensuite, après, c'est la justice qui est saisie. Hein. C'est à la justice d'agir. Mais on a très peu de cas, ce qui ne veut pas dire qu'il y en a. Qu'il y en a J'espère. pas forcément. Ça veut dire qu'il y en a peut-être peu, mais il y a peut-être des phénomènes de censure ou de difficulté à exprimer. Et donc, nous, on est là pour que, justement, dire à tout le monde qu'il n'y a pas de difficulté à avoir et qu'il y a, j'allais dire, aucun espace possible à l'antisémitisme dans nos établissements d'enseignement supérieur. C'est juste aussi clair que ça. Et donc, chaque fois qu'il y aura quelque chose qui sera dénoncé, bah, nous serons aux premières loges pour non seulement le condamner, mais ensuite essayer de faire en sorte que ça soit réprimé le plus durement possible. Comment appréhendez-vous l'idée, comment accueillez-vous l'idée qu'en 2024, on soit encore obligé de rappeler ces messages et la nécessité de faire de la pédagogie et au-delà quand même, auprès à la fois des étudiants et j'imagine auprès du corps enseignant sur ces sujets. Vous, en tant que citoyen, alors, c'est difficile de sortir du cadre et de votre mission, mais en tant que citoyen, comment réagissez-vous à cela? Bah, les universités, les établissements d'enseignement supérieur, d'une certaine façon, ils baignent dans la société aussi. Et on baigne dans une société où l'information, ça devient compliqué de s'informer correctement. Il y a beaucoup de réseaux sociaux qui racontent tout et n'importe quoi. Il y a aussi parfois des volontés de mettre de l'huile sur le feu par certains, etc., au lieu d'essayer d'apaiser et de faire en sorte que, justement, notre pays soit épargné par tous ces sujets, même si ça n'empêche pas, j'allais dire, encore une fois, hein, de discuter et d'avoir des opinions, etc. C'est tout à fait légitime, mais évidemment, tout ça doit se faire dans le respect et à la fois de nos valeurs, qui sont en fait de notre République, quoi, les valeurs de notre République, mais aussi dans le respect des autres et du fait que en France vivent, j'allais dire, des gens très différents et que c'est ça qui fait la France, justement, c'est d'accepter cette différence et d'accepter de vivre ensemble et d'être heureux de vivre ensemble. Différent. On voit bien qu'au lendemain de l'attentat contre la synagogue, mobilisation très forte, cette manifestation qui a accueilli plus de 1000 personnes, place de la Comédie. Et une fois qu'on a manifesté, qu'est-ce qu'on fait?
Comment on arrive à condamner? Des actions sont conduites par le gouvernement, hein, par vos services de poche numérique. C'est un sujet important, mine de rien, oui, tout à pas fait. anecdotique, hein, parce qu'on sait que les réseaux sociaux sont tout à un fait. problème. Et puis probablement aussi de condamner tout acte, quel qu'il soit, quelle que soit la gravité. Les présidents d'université, hein, c'était une circulaire Ouais. de la ministre au printemps dernier, Mhm. ont reçu une circulaire qui était très claire et très ferme sur le fait qu'il ne fallait rien tolérer. Et évidemment, nous, en tant que représentants de la ministre, nous sommes là pour veiller à ce que, évidemment, les choses se passent comme on le souhaite, quoi. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Les présidents d'université font leur travail. On ne peut pas empêcher qu'il y ait des situations. Voilà, quand vous avez des communautés de plusieurs dizaines de milliers de personnes, Bien sûr. l'université de Montpellier, c'est 50 000 étudiants. Donc voilà, 50 000 étudiants, plusieurs milliers de personnels. Voilà, donc tout ça, c'est une communauté de presque 100 000 personnes. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez pas tout gérer, tout contrôler, etc. Donc il y a forcément, un moment ou un autre, une chose qui va se passer, j'allais dire, pas comme elle devrait. Et donc là, par contre, quand ça se passe, eh bien, il faut être, j'allais dire, ferme et sans ambiguïté. Donc voilà, et c'est ce que nous demandons aux établissements. Après, au-delà de la fermeté nécessaire et indispensable, il y a aussi, j'allais dire, à travailler sur le fond des choses, quoi, Mhm. sur le fond des choses. Et c'est aussi notre travail en tant que, je dirais, éducateur au sens large. Donc c'est aussi d'éduquer et d'apprendre à vivre en société, apprendre à s'accepter, apprendre la différence, apprendre le respect, la tolérance, etc. Ça, c'est des choses qui, malheureusement, c'est un peu, j'allais dire, c'est un peu banal ce que je dis, mais en même temps, ça se perd un petit peu, quoi. Donc il faut qu'on réinsiste là-dessus, et ça, c'est de l'éducation. Merci beaucoup, Khaled Bouabdallah. Vous êtes recteur en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la région académique Occitanie. Vous étiez mon invité ce soir sur Radio Habitat. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.